Donc, nous allons nous lancer dans le vif du sujet avec le document unique d'évaluation des risques. Doit-on obligatoirement le mettre à jour? Certains élus et chefs d'entreprise considèrent en effet que c'est un problème extérieur à l'entreprise, donc qu'il n'est pas forcément nécessaire de le faire. Pourtant, il me semble que c'est le cas. Je vous laisse la parole, Maître Fontana. Oui, je vous remercie. Alors, je vous rejoins tout à fait. Il est évident que quand bien même la pandémie que nous sommes en train de vivre et de traverser est indépendante de la volonté de chacun d'entre nous, il n'en demeure pas moins qu'elle a un impact dans le monde du travail et que la réponse est claire. Oui, le DUER doit être mis à jour. Alors pourquoi? Dans une période comme ça de crise, il est toujours important de se référer aux fondamentaux, à ce qui existe et à ce qu'on appelle le droit positif, qui doit nous servir de repère et de base de réflexion. Donc, l'article du Code du travail, c'est l'article 4121-1 qui dit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. J'ai envie de dire, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit ou presque, parce que le DUR, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend l'inventaire des risques, le classement de ces risques et les propositions d'action qui sont mises en place par l'employeur. Des moyens qui sont lesquels? Des moyens de prévention, d'information, de formation et l'organisation des moyens qui sont adaptés à chaque entreprise, mais dans chaque entreprise aussi à chaque poste et à chaque fonction. On sait que ce DUER, en tout état de cause, doit être mis à jour régulièrement. Il doit aussi être mis à jour chaque année et plus spécifiquement lorsqu'il y a une décision d'aménagement qui risque d'avoir des conséquences sur les conditions de travail et l'hygiène et la sécurité, et lorsqu'on a une information qui concerne l'évaluation d'un risque. Aussi, lorsque les salariés sont amenés à travailler dans le cadre d'une pandémie, donc dans le cadre de quelque chose qui est contagieux, il appartient à l'employeur de limiter le plus possible les risques de contagion du virus Covid-19 sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail. Dès lors, il appartient à l'employeur d'évaluer les risques liés à la pandémie avant de les retranscrire dans le DUER qui doit donc être actualisé. En ce sens, qu'est-ce qu'on a eu récemment comme directive? On a bien entendu le ministre du Travail qui a précisé qu'il incombait à l'employeur dans cette situation d'associer les représentants du personnel à ce travail et de solliciter, lorsque cela est possible, le service de médecine du travail et quand même le superviseur, si on veut, des conditions d'hygiène et de sécurité au sein même de l'entreprise. Moi, ce que je souhaiterais, c'est quand même attirer l'attention des entreprises sur le risque de sanctions lourdes et importantes auxquelles elles se prêtent si elles ne mettent pas à jour le DUER. Et en ce sens, on a eu des juridictions qui se sont d'ores et déjà prononcées. Je n'en citerai que 3, qui sont des ordonnances de référé qui ont été rendues dans l'urgence parce que des salariés ou des salariés reliés par leur syndicat ou instance représentative ont saisi le juge judiciaire afin d'attirer l'attention sur ce qu'on appelle un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent mettant en danger le salarié ou en tous cas les salariés de l'entreprise. On a une ordonnance de référé d'avril donc de ce mois-ci qui dit grosso modo ce qu'il faut faire et 2 autres qui nous disent attention, il ne faut pas faire. La première donc qui est ce que l'employeur doit retenir pour éviter toute sanction, c'est qu'il a été jugé que cette situation de crise sanitaire est constitutive d'une obligation qu'on qualifie juridiquement de soudaine, nouvelle et impérieuse pour les employeurs, ayant pour effet de modifier de manière complémentaire et exceptionnelle leurs obligations générales d'appréhension des risques professionnels.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en résulte une obligation distincte et additionnelle d'évaluation des risques en tenant compte spécifiquement de l'épidémie Covid-19 et visant autant que possible à l'anticipation de manière exhaustive s'agissant de la santé et de la sécurité des travailleurs. Dans le cas d'espèce dont je vous parle, la société avait mis en place un ensemble de mesures de précaution et de prévention en appliquant concrètement et localement, ce qui veut dire sur chaque établissement ou chaque sous-établissement de leur groupe, des directives et des recommandations des pouvoirs publics et des autorités sanitaires, tout en étant en concertation, et ça c'est important de garder le lien avec les élus, qu'il s'agisse du CSE, du CHSCT ou éventuellement des CNSST, et en prenant, à mon sens, ça c'est très important, avis auprès du médecin coordinateur des services de santé au travail. Dès lors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le DUER doit être mis à jour. Et preuve en est de cette affirmation et de cette confirmation du juge judiciaire, c'est qu'on a 2 ordonnances de référé, une du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2020 qui concerne la société La Poste, et l'autre, une ordonnance de référé du TJ de Nanterre du 14 avril 2020 qui concerne la société Amazon, où là, le juge a considéré que ces 2 sociétés qui certes avaient mis en place des mesures de prévention, qui avaient rappelé les gestes barrières, la distanciation sociale dont on nous parle régulièrement, qui avaient modifié aussi l'organisation du travail en fractionnant par exemple les horaires, les pauses, en modifiant une rotation des équipes. Malgré tout, il a été jugé que l'évaluation des risques, ce qui veut bien dire le DUER, induit par l'épidémie du virus Covid avait été certes prise en compte, mais qu'elle était insuffisante car elle ne permettait pas une maîtrise appropriée des risques spécifiques à cette situation exceptionnelle. Ce qui veut dire que la traduction, c'est que l'employeur ne peut pas, dans ce domaine de contexte épidémique, se borner à paraphraser les recommandations publiques et officielles du gouvernement ou des autorités sanitaires compétentes. Ce qui était surtout aussi reproché à ces 2 grandes sociétés, sont des grands groupes, c'est que les représentants du personnel n'avaient pas été associés à l'évaluation des risques, alors même que le ministère du Travail le préconisait et qu'en tout état de cause, c'est préconisé dans le cas de l'établissement du DUER. Aussi, si l'employeur ne se prête pas à une explication, à un exposé exhaustif qui répond à toute situation au sein même de l'entreprise et à la spécificité des postes qui occupent ses salariés, la société va se heurter au juge judiciaire s'il les saisit, qui rendra, comme ça a été le cas dans ces 2 affaires, une ordonnance les enjoignant de respecter l'obligation de sécurité qui leur incombait et en les condamnant à restreindre leur activité le temps qu'elle procède, en y associant les représentants du personnel, à une évaluation des risques professionnels liés au Covid-19, de sorte à ce que les mesures suffisantes soient prises pour protéger la santé des salariés, que ce soit à la Poste ou chez Amazon dans les entrepôts, puisque c'était le cœur du sujet. Mais cette décision, elle est transposable à toute situation où nous avons des spécificités avec des salariés qui connaissent une grande promiscuité dans leur lieu de travail et donc un risque accru de contamination. Donc, juridiquement, la réponse à votre question, c'est oui, le DUER doit être actualisé. À défaut, l'employeur s'expose à de lourdes sanctions par le tribunal judiciaire. Très bien, merci beaucoup, maître. Franck Martini, comment le remplir? Quelle mention doit-on y faire figurer concrètement? Comment le remplir? Je pense que d'abord, là aussi, il faut partir de la base. Le DUER, c'est la somme des évaluations des risques qui ont été réalisés et effectivement qui doit être accompagné des mesures qu'on juge propres à corriger ou à prévenir. Déjà, il me semble qu'il y a 2 éléments qui sont importants. C'est que il y a peu d'entreprises à ce jour qui avaient prévu
une entrée risque infectieux. Donc, je pense que c'est l'entrée qui est adéquate. Et je pense également qu'il y a aussi tous les éléments qui sont relatifs à la gestion des risques psychosociaux. Pourquoi ce dernier point? Parce que l'anxiété qui est générée par la situation de contamination potentielle, la fragilisation qui peut être produite par la durée du confinement ou des formes de télétravail qui n'ont pas été suffisamment préparées, peut exacerber un certain nombre de difficultés. Donc, je pense que déjà, il faut l'aborder sur les deux aspects. Il y a un élément que je voudrais souligner qui me paraît essentiel, c'est que bien entendu, et comme il a été dit précédemment, se contenter de reprendre les recommandations, qu'elles viennent du ministère du Travail, qu'elles viennent d'autorités médicales, ne suffit absolument pas. C'est-à-dire que l'entreprise doit procéder à sa propre évaluation. Et c'est ça l'essentiel. Pourquoi? Parce que on va s'apercevoir que dans bon nombre de situations, la simple mise en œuvre des dispositions générales est totalement insuffisante. Je peux citer par exemple des situations de maintenance industrielle où lorsqu'on a à gérer un incident, les gestes barrières, c'est très compliqué de les appliquer. Il y a bon nombre de salariés également qui travaillent chez des clients dans l'entreprise. Ça peut être des transporteurs routiers, ça peut être des ingénieurs dans des SS2I. Il y a aussi tous les personnels du médico-social, par exemple, qui sont confrontés aux résidents et aux usagers, et la distanciation sociale, elle ne peut pas se gérer comme, comment dire, très simplement. Donc, chaque fois, il y a toute une série de contextes particuliers qu'il faut prendre en compte pour mettre en place les mesures qui sont adaptées. Parce que si on se contente de faire l'évaluation des risques, bien entendu, ça n'a aucun sens. Alors, vous évaluez les risques et vous laissez les choses dans l'état. Donc, ça veut dire que ça doit être systématiquement accompagné de dispositions, de mesures qui visent à maîtriser l'exposition au risque. Donc, ces mesures-là, il va falloir les produire et les appliquer. Et là, je veux attirer l'attention de tout le monde sur un fait extrêmement important, c'est qu'il ne s'agit pas d'édicter ou d'écrire des mesures de prévention qui suivraient une évaluation. Encore faut-il être capable de les mettre en œuvre. Encore faut-il être capable de s'assurer qu'elles sont mises en œuvre. Parce que là aussi, il ne suffit pas de produire une procédure et de croire qu'elle va s'appliquer comme ça tout naturellement. Il faut veiller à ce qu'elle soit appliquée. Donc ça veut dire qu'on doit prendre des dispositions qui permettent non seulement, 1, d'évaluer, 2, de prendre les mesures nécessaires, 3, de les mettre en œuvre, de les appliquer, 4, de vérifier qu'elles sont effectivement appliquées. Donc, ça veut dire que dans cette histoire-là, les entreprises qui n'ont pas de dispositif de prévention très élaboré, qui n'ont pas de ressources en termes de préventeurs ou autres, vont être particulièrement en difficulté et elles ont intérêt à réfléchir à la manière dont elles vont se débrouiller de ça. Autre élément aussi, du point de vue de la prévention en tout cas, qui me paraît extrêmement important, c'est que bien entendu, on évalue, on prend des mesures, on les applique, enfin bon, mais il est quasiment impossible de tout prévoir comme possibilité d'exposition. Donc il y a des situations qui sortent toujours de l'ordinaire, en tout cas du prévisible et de l'anticipable. Et quand ces situations arrivent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le salarié va s'exposer malgré tout? Est-ce qu'il va dire moi je me mets en droit de retrait, quitte à ce qu'il y ait des situations de conflit ou des choses comme ça avec ou des dissensions avec l'employeur? Ça signifie très simplement que l'entreprise elle doit veiller à identifier les situations qui sont non exposantes, potentiellement exposantes, qui sont non prévues, et permettre, parce qu'il y a des ressources, parce qu'il y a des référents, parce que elle a pensé la chose, qui puissent intervenir et prendre les décisions appropriées.
Et je ne pense pas qu'il faille laisser les salariés eux-mêmes gérer les situations qui sortent du cadre. Et les situations qui sortent du cadre prévues, il y en aura nécessairement. Donc, ça veut dire, par exemple, l'intervention de gens qui sont issus des RH, ça veut dire des missions nouvelles pour le management de proximité dans ce cas-là. Ça veut dire que les acteurs qui seront positionnés là sur le fait de veiller que le dispositif de prévention fonctionne, il va falloir quand même à minima les informer, à minima leur dire quel est leur rôle. Donc, on n'est pas simplement sur le fait de retranscrire dans un document formel une évaluation plus ou moins grossière des risques, mais de se pencher sur la réalité des situations et trouver des réponses qui soient réellement adaptées et opérationnelles. Donc, moi, je dirais que oui, bien entendu, il faut faire le document unique, mais ça ne suffit amplement pas. Il faut faire évoluer le dispositif de prévention à la mesure des questions nouvelles qui sont posées par la pandémie.